les spectateurs de cette chaîne sont généralement habitués à voir un ensemble de règles appliquées à un groupe de pays et un autre ensemble pour un groupe différent, qui coïncide toujours par hasard avec les intérêts géopolitiques des États-Unis. Cela semble être une pure coïncidence, mais ce n'est rien de nouveau. Cependant, ce qui me frappe comme particulier, c'est le conflit interne que nous voyons en Afrique. D'une part, nous sommes conscients qu'il y a des conflits au sein des États africains, mais la plupart des conflits africains sont en réalité des conflits intra-étatiques. À l'exception de la Corne de l'Afrique, dans l'Est, les conflits interétatiques sont très rares. Ainsi, il est intriguant de voir comment le Maroc, ayant lui-même été une colonie dans le passé, a des revendications si fortes. Je suis curieux des dynamiques en jeu là-bas. What's the dynamic there? C'est en fait un sujet très intéressant. Lorsque l'Organisation de l'Unité africaine a été établie et a par la suite évolué en Union africaine, l'une des dispositions clés était que, aussi arbitraires que les frontières des États africains aient pu être en raison des machinations coloniales, elles devaient être respectées. Sinon, des guerres éclateraient partout. Chaque membre de l'OUA a signé cet accord, à l'exception de la Somalie et du Maroc, qui avaient des revendications territoriales sur leurs voisins. Au milieu des années 70, la Somalie a tenté de revendiquer par la force la région de l'Ogaden dans l'est de l'Éthiopie. Ils ont été repoussés, mais le Maroc a réussi à conquérir une grande partie du Sahara occidental. Ils ont donc certainement été un cas à part dans la communauté africaine à cause de cela. Je devrais mentionner que les frontières spécifiques du Sahara occidental, telles qu'elles ont été tracées entre les colonies françaises voisines, sont quelque peu arbitraires. Les Sahraouis, le groupe ethnique qui peuple le Sahara occidental, sont distincts des Marocains. Bien qu'ils soient tous deux d'ascendance arabe et berbère mélangés et soient en grande partie musulmans sunnites, ils parlent un dialecte appelé Hassaniya, qui est très différent de l'arabe parlé au Maroc. De plus, leur système de parenté est différent. Traditionnellement, les peuples nomades n'ont jamais eu d'émir ou de sultan, et ils ne faisaient pas partie de l'Empire ottoman. Ils ont une histoire de liberté, contrairement au Maroc, qui est un État centralisé depuis des siècles. Ils pratiquent une forme d'islam qui est assez libérale à certains égards. Par exemple, les femmes ont des droits égaux en matière d'héritage et de divorce, et elles conservent leur nom de jeune fille. Les forces d'occupation marocaines voient les femmes sahraouis comme arrogantes, ce qui a entraîné des abus sexuels et d'autres incidents désagréables dans les prisons. La population sahraoui est répartie dans tout le Sahara occidental, ainsi que dans des parties du nord de la Mauritanie, de l'extrême ouest de l'Algérie et du sud extrême du Maroc, y compris la région de Tafaya. Cependant, le Front Polisario ne réclame l'indépendance que dans les frontières internationalement reconnues du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole. Pour revenir à votre question initiale, la notion que le Maroc soit à la fois colonisé et colonisateur est effectivement intéressante. Les Marocains ne se voient généralement pas sous cet angle. Ils sont convaincus que le Sahara occidental a toujours fait partie du Maroc, sur la base de l'allégeance que certains chefs tribaux ont déclarée au sultan au XIXe siècle. La Cour internationale de justice et d'autres ont déclaré que certaines actions ne constituent pas une souveraineté. De plus, le droit à l'autodétermination est considéré comme primordial. Les Marocains voient la situation comme un conflit interétatique entre eux et l'Algérie, car l'Algérie a traditionnellement soutenu le Front Polisario, qui les a historiquement armés. Environ un tiers de la population sahraoui sont des réfugiés vivant dans des camps dans l'extrême ouest de l'Algérie, près de Tindouf, où ils se sont vus accorder une souveraineté effective par les Algériens. Le Front Polisario, officiellement connu sous le nom de République arabe sahraoui démocratique, contrôle environ un tiers de la population, ainsi que certaines zones nomades dans les zones libérées dans la partie orientale du pays.
Le gouvernement marocain a convaincu la plupart de ses citoyens que les Sahraouis sont contents de faire partie du Maroc et que toute dissidence est simplement l'œuvre d'agents algériens rémunérés. Cependant, le fait qu'ils ne permettent pas un référendum libre et équitable suggère qu'ils reconnaissent que le résultat pourrait ne pas être en leur faveur si un tel vote devait avoir lieu. Oui, la géographie du Sahara occidental est assez importante. Elle est longue et étroite. La partie contrôlée par le Maroc est à l'ouest, s'étendant jusqu'à l'océan Atlantique. Ensuite, il y a une rivière, et de l'autre côté de la rivière se trouve la terre contrôlée par les Sahraouis. Il n'y a pas de rivière. C'est en fait un mur, la plus grande barrière de séparation au monde, s'étendant sur plus de 1200 kilomètres. C'est ce qui sépare les deux côtés. Les Marocains ont pu en grande partie vaincre l'insurrection grâce à cette barrière. Cela a conduit à une guerre d'usure qui a été très coûteuse pour le Maroc et les a forcés à accepter initialement un référendum, même s'ils ne l'ont pas suivi. À l'intérieur du territoire occupé par le Maroc, la répression est assez sévère. Alors que le Maroc lui-même connaît des abus des droits de l'homme, la situation s'est quelque peu améliorée sous le règne du roi actuel. Cependant, dans le Sahara occidental occupé, la répression est incroyablement sévère. J'ai visité 87 pays, y compris l'Irak sous Saddam et l'Indonésie sous Suharto, et je n'ai jamais vu un État policier pire. Freedom House classe le Sahara occidental, occupé par le Maroc, au deuxième rang après la Syrie en termes de déni de liberté politique. Toute expression d'un désir d'autodétermination ou d'indépendance, comme agiter le drapeau du Sahara occidental, est accueillie par une répression très violente et immédiate. Les gens disparaissent régulièrement. Il y a eu un mouvement non violent continu à l'intérieur, mené par une femme remarquable nommée Aminatou Haidar. On l'a surnommée le Gandhi Sahraoui. Elle a été nominée plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix et a remporté le prix des droits de l'homme Robert F. Kennedy, le prix Right Livelihood, ainsi que plusieurs récompenses européennes. Elle a été torturée à plusieurs reprises. C'est juste une situation très difficile. Cependant, la résistance non violente s'est poursuivie. En fait, beaucoup de gens voient le printemps arabe comme ayant essentiellement commencé là-bas, car 2 mois avant la Tunisie, il y avait un grand campement d'environ 20 000 Sahraouis qui campaient, exigeant plus de liberté civile et la fin de la discrimination. Ils avaient trop peur de réclamer ouvertement l'indépendance, mais c'était en quelque sorte sous-entendu. Les Marocains sont venus et l'ont brutalement anéanti, tuant un grand nombre de personnes. Mais la résistance a continué, à la fois à la suite de la lutte armée dans le désert et à travers diverses formes de non-coopération et d'actions directes non violentes au sein du territoire occupé par le Maroc. Quelle est la répartition de la population entre ceux qui vivent sous l'occupation marocaine et les Sahraouis qui vivent essentiellement en autogestion? Plus des 2 tiers de la population vivent sous l'occupation marocaine, tandis qu'un autre tiers réside dans des camps et des zones libérées. De plus, il existe une communauté en exil. Beaucoup de jeunes fréquentent des universités ou des lycées, y compris des internats en Algérie. Un nombre significatif vit également en Espagne et dans divers autres pays européens. Et nous parlons d'une population totale de combien de millions? Non, pas tant que ça. En fait, c'est probablement plus proche de demi-million. Une complication est que le Maroc a amené des colons. Les colons marocains dépassent maintenant en nombre les Sahraouis indigènes dans le territoire occupé par plus de 3 contre 1. Ils sont privilégiés pour les emplois et autres avantages. Ces colons reçoivent pas mal de subventions et d'exonérations fiscales, ce qui encourage les gens à s'y installer. Contrairement à certains colons israéliens en Cisjordanie qui sont motivés idéologiquement, ces colons marocains sont généralement motivés par les incitations. Ils gardent souvent leurs propriétés à Marrakech, Tanger,
Casablanca ou d'où qu'ils viennent. Cependant, ils changent considérablement la démographie. Ils essayent d'endoctriner les jeunes Sahraouis en leur faisant parler le dialecte marocain et apprendre l'histoire marocaine du point de vue marocain. Ils leur enseignent aussi le français au lieu de l'espagnol. Et en général, ils font de leur mieux pour effacer l'histoire des Sahraouis. Cela ressemble étrangement à un autre conflit horrible, dont nous discuterons dans la deuxième partie. Permettez-moi plutôt de vous demander à propos de l'histoire coloniale. Dans votre livre, vous parlez d'un consensus entre les Français et les Américains. Cependant, le Sahara occidental était en réalité un territoire espagnol, n'est-ce pas? C'est également pour cette raison que les Sahraouis parlent espagnol. Un téléspectateur sahraoui de cette chaîne m'a contacté et m'a écrit en espagnol. Pourriez-vous parler un peu de cette situation? Can you talk a little bit about this constellation? Oh, sure. I mean, interestingly, some of the Eh bien, c'est intéressant. Parler espagnol, même si c'est une langue coloniale, est devenu un signe de résistance face aux Français. Parfois, vous verrez des gens taguer les noms français de différentes rues dans ce que les Marocains appellent l'Ayoun et ce que les Sahraouis appellent El Ayoun, en les remplaçant par les anciens noms espagnols. L'Espagne a accepté de céder le territoire en 1975 sous la pression des États-Unis. C'était lorsque Francisco Franco, le dictateur fasciste de longue date, était sur son lit de mort. Et les Américains ne voulaient pas que l'Espagne soit distraite par un conflit potentiel avec le Maroc, alors qu'ils essayaient de régler les choses. Cette préoccupation était particulièrement aiguë à la lumière du virage à gauche du Portugal l'année précédente, lorsque leur régime fasciste est tombé. Bien que le Front Polisario n'ait jamais été communiste ou même marxiste, il était définitivement de gauche, faisant partie du milieu révolutionnaire du tiers-monde des années 1970. Henry Kissinger a dit que nous ne pouvions pas avoir une autre révolution comme celle de l'Angola dans l'Atlantique Nord, reflétant sa vision du monde bipolaire notoirement rigide. Il y avait une forte pression sur l'Espagne. Ils ont proposé d'augmenter le loyer des bases et de fournir d'autres types d'aides pour convaincre l'Espagne de céder le territoire. L'Espagne s'est sentie quelque peu coupable depuis lors. Le problème est que, même sous leur gouvernement de centre-gauche, l'Espagne est en réalité devenue quelque peu plus pro-marocaine ces dernières années, s'alignant avec la France et certains autres alliés européens traditionnels du Maroc. La raison en est que l'Espagne n'est qu'à environ 15 km de la pointe nord du Maroc. L'Espagne possède également deux territoires, Ceuta et Melilla, sur le continent africain, le long de la côte nord du Maroc, sur la Méditerranée. Ces territoires sont des points de passage pour les gens non seulement du Maroc, mais de toute l'Afrique, qui tentent de traverser vers l'Europe. D'autres essaient d'atteindre les îles Canaries, qui se trouvent juste au large de la côte marocaine, dans des embarcations de fortune. Les Marocains ont tenté d'empêcher les gens de partir, mais ils ont clairement fait savoir à l'Espagne que si l'Espagne s'oppose à eux sur les questions du Sahara occidental, ils ne se retiendront plus. En effet, lorsque le président du Sahara occidental, qui réside dans les camps à Tindouf, en Algérie occidentale, a contracté la COVID-19 il y a environ 1 an et demi, il a été transporté en Espagne pour y être traité. En représailles, le Maroc a essentiellement ouvert les vannes à Melilla et a permis à des milliers d'Africains de traverser en territoire espagnol le temps d'un week-end. Cela a servi d'avertissement que le Maroc est prêt à le refaire. C'est une préoccupation à travers l'Europe, en particulier pour les partis de centre-gauche. Ils craignent que s'il y a un grand afflux d'immigrants, ils seront tenus pour responsables, ce qui pourrait involontairement aider l'extrême droite. Essentiellement, nous discutons d'une forme de chantage. Le Maroc a fait pression sur l'Espagne et d'autres pays européens, laissant entendre que s'ils ne soutiennent pas le Maroc sur la question du Sahara occidental, le Maroc permettra un afflux massif de migrants vers l'Europe.
De plus, le Maroc a fait pression sur les Européens pour qu'ils signent des accords de pêche et de libre-échange qui ne font pas de distinction entre le Maroc et le Sahara occidental. Les Européens, désireux de conclure ces accords, se sont conformés. Cependant, chaque fois que ces accords ont été contestés devant la Cour européenne, ils ont été invalidés en raison de l'échec à distinguer entre le Maroc et le Sahara occidental occupé. La Cour a rendu des décisions similaires concernant les produits provenant de la Cisjordanie occupée